Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est une édition un petit peu spéciale. Je suis accompagnée de Solène Poiret, qui est enseignante en activité physique adaptée, mais qui avant tout, je dirais haute-savoyarde, fan de fromage, handballeuse, et également mon amie depuis une dizaine d'années maintenant, avec qui j'ai pu donc faire la fac, mais également travailler en cancérologie. Et aujourd'hui, comme c'est une édition un peu particulière, donc on est au mois d'octobre, c'est Octobre Rose. On va donc dédier cet épisode justement à, bien sûr, toujours l'activité physique, mais en lien avec la cancérologie. Alors, pour vous qui nous écoutez, sachez que peu importe dans quelle situation vous êtes, on va essayer de faire en sorte que chacun puisse trouver une information intéressante pour lui. Donc, on va parler de prévention vraiment primaire, de prévention on va dire plus secondaire pour des personnes qui ont peut-être des facteurs de risque. Mais également, on va parler de comment ça se passe pendant les traitements, sur quoi est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les bénéfices liés à l'activité physique quand on est confronté à la maladie. Mais également quand on est aidant, donc quand on accompagne quelqu'un qui justement traverse une période difficile telle que le cancer, comment est-ce qu'on peut l'accompagner et quelle posture on peut avoir vis-à-vis de ça. Sachant que, alors il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est que 40% des cancers pourraient être évités en mettant en place justement des comportements de santé, donc notamment en lien avec l'activité physique, par rapport à l'alimentation, la réduction on va dire, du tabagisme, de l'alcool, etc. Et bon, aujourd'hui, on va vraiment parler de l'activité physique, puisque à toutes les deux, c'est notre spécialité, on connaît bien ça. Et on va essayer de vous donner aussi un petit peu d'exemples concrets pour faire en sorte que cet épisode il soit à la fois, on va dire, théorique, que vous appreniez des choses issues de la littérature scientifique, mais également que vous puissiez exploiter ce qu'on vous dit ou appliquer, on va dire, dans votre quotidien pour ceux qui sont concernés par la maladie. Alors, bienvenue à toi, Solène. Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis très contente parce qu'on ne l'a pas encore fait. C'est une première pour nous deux d'être ensemble sur on va dire une présentation de ce genre avec les micros, la caméra. Donc je suis ravie que tu sois avec moi. Et tu vois, alors je le fais toujours dans mes épisodes. Et là, j'aimerais que tu puisses te présenter comme tu le ferais finalement assez simplement et comme tu le ferais auprès de n'importe qui pour parler un petit peu du sport, mais également de ta casquette d'enseignante en activité physique adaptée. Et bien donc Solène. Donc comme tu l'as dit, je suis enseignante en activité physique adaptée depuis quelques années maintenant. Depuis 6-7 ans maintenant, je travaille au centre Léon Bérard à Lyon, qui est le centre régional de cancérologie. Et donc voilà, j'ai réussi à allier ma passion du sport depuis longtemps avec mon activité professionnelle. Comme tu l'as dit en parallèle, je suis handballeuse, donc le hand, c'est un petit peu le sport, pardon, c'est un petit peu toute la journée. Et voilà, globalement, ma petite présentation. C'est déjà bien, et de toute manière, on va apprendre à te connaître au fur et à mesure. Tu vois, ça me fait penser qu'on parle d'enseignants en activité physique adaptée, mais finalement, vous connaissez pas forcément quel est ce métier. C'est un métier qui n'est pas connu de tous, donc ça peut être intéressant qu'on en parle un peu. Tu vois, moi, quand je parle du métier d'enseignant en APA, donc enseignant en activité physique adaptée, diminutif, enseignant en APA, je le présente à ma manière et souvent je dis qu'on est là pour justement adapter l'activité physique et faire en sorte que tout le monde puisse pratiquer en fonction de ses capacités, de ses besoins, de ses envies aussi, mais qu'on est vraiment là je le situe toujours entre un coach sportif et un kiné, c'est-à-dire qu'on jongle entre ces deux métiers. Enfin, on n'a pas du tout la casquette de kiné ni de coach sportif, mais on est un peu entre les deux. On permet de faire le lien entre les deux avec nos connaissances vraiment axées santé, on va dire, qui peuvent nous rapprocher du kiné sur certains aspects, et nos compétences plus axées sur la
pratique de l'activité physique, sur le sport même. Je sais pas comment toi tu le définis en général. Je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'on est un petit peu entre deux d'une certaine façon, même si je trouve qu'on est plutôt complémentaire d'un kinésithérapeute que entre un kinésithérapeute et un coach sportif à mon sens, mais voilà, complémentaire de la kinésithérapie, une passerelle un petit peu pour accéder à de l'activité plus classique avec un coach sportif. Mais ce sur quoi je te rejoins, c'est qu'on est totalement dans l'idée d'adapter à 100% l'activité à la personne. L'idée, c'est que ce soit pas la personne qui s'adapte à l'activité sportive, aux règles qu'il peut y avoir, etc., mais vraiment plutôt l'inverse, dans un objectif de santé de façon générale. Et voilà, l'idée, comme tu l'as dit, c'est vraiment ça, adapter l'activité physique en fonction des capacités, des besoins de chacun. Et c'est la priorité un petit peu de notre travail. Ouais, complètement. Et tu vois, avant qu'on parle peut-être plus justement de là où tu travailles, ou en tout cas ce que tu fais avec les patients, je parle vraiment de toi parce que moi, je suis un peu moins connectée à ça maintenant. Je travaille moins avec ce public-là. Mais ça peut être intéressant qu'on parle un peu plus des personnes qui ne sont pas forcément concernées directement là, par le cancer. Donc plutôt de parler de prévention au sens large. Et pour justement faire que finalement, c'est un sujet qui nous concerne plus ou moins tous, à des degrés différents bien sûr, mais s'il y a autant de prévention et si on entend tous les ans parler d'Octobre Rose, de Mars Bleu et de tous ces mois-là, c'est pour des raisons assez précises. Et je trouve que, bon là on va pas parler spécifiquement du cancer du sein, on va parler du cancer en général, mais on saisit ce mois pour sensibiliser. Donc vraiment là on s'adresse, on va dire dans cette première partie d'épisode, aux personnes qui sont pas concernées directement par la maladie, parce qu'on a quand même un rôle, en tout cas on peut faire quelque chose face à ça. Ouais, n'hésite pas, tu vois, si tu as envie de compléter. Tout à fait, comme tu l'as dit en introduction, il y a 40% des cancers qui pourraient être évités de par le comportement. Même les personnes qui aujourd'hui ne sont pas touchées par cette maladie, malheureusement pourraient l'être un jour, soit eux-mêmes, soit leurs proches. Et c'est vrai que quand on sait que ça peut être évité, même si c'est pas une science exacte, on peut cocher toutes les cases et pour autant ce qui devra arriver arrivera d'une certaine façon, mais voilà, on peut mettre une certaine partie de chance de son côté. Et voilà, sur les comportements de santé, comme tu l'as dit, il y a la consommation d'alcool, le tabagisme, l'alimentation, et il y a l'activité physique aussi. Et l'INCa a situé qu'il y avait environ 3000 nouveaux cas de cancer par an qui peuvent être imputés à l'inactivité ou au manque d'activité physique. Donc c'est pas rien. Ouais. Donc voilà. C'est pas rien. Alors 3000 dilués sur toute la France, ça peut paraître petit, mais quand même, 3000 c'est pas mal. Et alors là, on va aller assez vite, je pense, sur les recommandations, parce que j'ai déjà fait un épisode, l'épisode 4, avec Rodolphe Montgondry, on parle déjà des bases de l'activité physique, des recommandations, enfin, on va dire sur ce qui est mis en avant dans la littérature scientifique par rapport à ça, sur ce qu'on devrait faire pour être considéré comme actif physiquement. Donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode, on rentre vraiment dans le détail pour bien comprendre ce que ça signifie déjà, l'activité physique par rapport au sport, de quoi on parle, etc. Mais simplement pour refaire un petit peu le point, au moins sur les recommandations, donc ce qu'il est recommandé, c'est d'aller faire 150 minutes par semaine d'une activité d'intensité modérée. Donc le modéré, c'est toujours quelque chose qui est un peu... C'est pas toujours évident à cerner, ouais. C'est pas toujours évident à cerner. Nous, on utilise des petits outils avec nos patients, mais je crois que vous en aviez parlé avec Rodolphe, notamment l'échelle de Borg sur la perception de l'effort, ou le test de la parole. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister pour essayer de justement se resituer un petit peu. Il y a aussi des catégorisations d'activités physiques qui existent, qui vont nous dire par exemple que de la marche lente, c'est une activité d'intensité faible, de la marche rapide, d'intensité modérée, et de la course d'intensité élevée. Mais une fois de plus, nous, on est sur l'activité physique adaptée, et marche rapide, ça veut un peu... Ça veut tout et rien dire. Et voilà, imaginons qu'on parle d'une marche à
6-7 km/h. Il y a peut-être des personnes pour qui, en effet, bon, voilà, ce sera quelque chose d'intensité modérée. Il y en a d'autres pour qui ce sera très facile et d'autres pour qui ce sera déjà quelque chose d'intensité très élevée. Donc voilà, se baser sur la perception de l'effort, en général, c'est ce que nous, on utilise le plus avec nos patients pour qu'ils puissent voilà, bien prendre ça en main et réussir à gérer un petit peu leur effort. Mais c'est pas toujours évident, malgré C'est tout. clair. Malgré les outils qui peuvent exister, c'est pas toujours évident de réussir à bien gérer son effort. Ouais, et c'est important finalement ce que tu soulignes, c'est que l'intensité, elle est vraiment, elle dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que effectivement, ne serait-ce que sans maladie, une personne qui est très grande et une personne qui est plus petite, bah, je veux dire, selon le rythme que tu vas mettre, la vitesse par exemple de la marche, elle sera d'office pas la même, et du coup le ressenti il sera peut-être aussi différent, mais Tout à je fait. veux dire, c'est rien que ça. Ça demande moins d'efforts pour quelqu'un qui a des grandes jambes de marcher, de faire des grands pas et d'avancer plus vite qu'une personne qui a des plus petites jambes. Exactement. Donc il y a plein de trucs qui sont à prendre en compte. Toujours la problématique des catégorisations qui peuvent exister. Il faut parfois prendre un petit peu de la distance avec ça et plus se recentrer sur justement son propre ressenti dans l'activité. C'est ça. Et du coup, pour vous donner quand même un minimum de repères, on recherche un peu d'essoufflement. C'est un peu les grandes lignes. Bien sûr, après, c'est à peser, mais si vous voulez, on va dire, avoir quand même un petit repère, c'est de chercher à faire dans votre semaine. Donc, 150 minutes, on peut le découper. On peut le faire sous forme de 30 minutes à plusieurs reprises dans la semaine, en mettant une intensité qui est quand même supérieure que ce qu'on va faire, je sais pas moi, quand on fait un petit peu de ménage, quand on fait les choses du quotidien avec peu d'intensité. En tout cas, cherchons un peu l'essoufflement, cherchons un peu à se mettre dans un petit inconfort, sans chercher de la haute intensité spécialement, mais ça va être ça en fait qui est vraiment mis en avant d'un côté, et je rappelle quand même le fait que la sédentarité prend beaucoup le dessus sur notre quotidien dans la société actuelle, et c'est important aussi de penser à la briser en fait, cette sédentarité, à se lever régulièrement. Ça on l'oublie en fait souvent, on se dit je fais déjà beaucoup de sport, je bouge beaucoup, tous les soirs j'ai entraînement, mais en fait si toute ta journée t'es assis, finalement ça contrebalance un peu. Ça contrecarre un petit peu. C'est vrai qu'on parle très très souvent d'augmenter sa quantité d'activité physique, mais les comportements sédentaires sont très néfastes pour la santé aussi. Et on peut être physiquement actif et sédentaire. Donc c'est une petite chose sur laquelle il faut prêter un petit peu attention aussi, oui. C'est ça. Donc c'est vraiment ce genre de comportements qui peuvent aider à limiter donc le risque d'apparition d'un cancer, tout en sachant que, comme tu l'as dit, le risque zéro n'existe pas. Tout à fait. Et c'est très difficile de mesurer ça aussi. C'est-à-dire que, malheureusement, le jour où on se fait peut-être diagnostiquer, on ne peut pas savoir réellement quelle part est attribuée à quoi de manière très précise, en fait. Et c'est bien de savoir qu'on a quand même un petit peu... On a un petit peu la main quand même sur notre santé, on a un rôle à jouer quand même sur ça. Donc là, voilà, pour plus de détails, réécoutez l'épisode 4, vous aurez vraiment beaucoup de détails là-dessus. Là, je pense que ce qui peut être intéressant, on va en profiter comme tu accompagnes au quotidien des personnes qui sont en soins, on va du coup parler un petit peu plus de, finalement, qu'est-ce qui est recommandé pour ces personnes, en tout cas... Pourquoi c'est autant recommandé, tout en sachant qu'il y a une dizaine d'années, on avait plutôt tendance à dire aux gens, mais reposez-vous, restez plus tranquille. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui reste encore, mais on en reparlera, je pense, après. On avait vraiment tendance à calmer, à dire, non, c'est bon, repose-toi, t'es fatigué, repose-toi. C'est quelque chose qui a énormément évolué. Ça a évolué grâce à des projets de recherche, justement, qui ont permis de prouver l'efficacité de programmes d'activité physique, notamment. Mais à l'heure actuelle, les bénéfices ont été prouvés, et plusieurs fois, et avec force quand même. Et il est ultra bénéfique de faire de l'activité physique pendant les traitements. Le tout reste dans la gestion de l'intensité, en fonction des effets secondaires, en fonction de la forme un petit peu de chacun. Mais à l'heure actuelle, la liste des bénéfices, elle est grande. On peut la lister un petit peu ensemble. Mais déjà, globalement, sur la tolérance au traitement, il va y avoir un grand impact là-dessus. Sur la condition physique également, il va essayer d'éviter le déconditionnement physique des personnes, maintenir la masse musculaire, ce qui va être très important, et maintenir de façon générale le poids, éviter selon les pathologies et les traitements, trop en prendre ou trop en perdre.
Comment tu le tiens sur ça, par exemple les questions que je pense tout le monde peut se poser, pardon, c'est un peu mais pourquoi en fait il y a besoin de faire autant attention à son poids quand on est malade et que du coup on a un traitement qui est censé nous guérir, tu vois. On peut avoir ce genre de réflexion là. Toi, tu t'aurais envie de dire quoi par rapport à ça? Ben, notamment sur la perte de poids, par exemple, souvent, ça peut arriver, pas souvent, mais ça peut arriver quand même, selon les pathologies, que les personnes perdent du poids. Bien souvent, ils vont perdre de la masse musculaire. Ça va avec, ouais. Voilà, ça va souvent avec. Quand on perd de la masse musculaire, ben, derrière, tout est beaucoup plus compliqué. On est aussi fatalement moins fort de façon générale. Ça devient plus dur aussi de tolérer les traitements. Moins on a de la masse musculaire, plus le moindre effort va nous demander un grand effort, moins on risque de bouger parce que ça va être dur. Du coup, on va continuer de perdre de la masse musculaire et on peut rentrer dans le cercle un petit peu du déconditionnement, ce qui ne va pas nous aider à aller bien de façon générale. Et ça, c'est brisable justement en mettant en place de l'activité physique, en essayant progressivement de bouger, de reprendre de la masse musculaire, pour que ce soit moins difficile, pour que chaque mouvement dans le quotidien soit moins difficile et pour reprendre du poil de la bête d'une certaine façon et mieux tolérer justement tous ces traitements qui sont agressifs et pour lesquels il faut que le corps soit prêt. En fait, il faut vraiment voir l'activité physique comme, tu vois, comme une arme contre la maladie, mais aussi contre le côté toxique et le côté... parce qu'un traitement de chimio, par exemple, bah, ça a bien sûr du bon parce que ça attaque les cellules cancéreuses, mais d'autre part, ça attaque les cellules du système immunitaire. Donc il y a quand même besoin d'aller faire en sorte que ça penche du bon côté, on va dire. Et c'est en ça aussi que l'activité physique, ça a du sens. Comme tu le disais tout à l'heure, pour mieux en fait supporter les traitements, mieux les tolérer. Et donc là, autant tu as parlé, tu vois, si tu perds du poids, tout le déconditionnement qui s'ensuit. Puis tu as aussi tout l'inverse, si tu prends du poids, bah déjà, ça peut impacter aussi la dose qui est administrée. Tout à fait, oui. C'est quelque quelque chose chose auquel on ne pense pas forcément, mais je pense que ça peut impacter. Et après, la prise de poids, le surpoids, l'obésité, c'est un facteur de risque aussi de second cancer ou de comorbidité. Donc voilà, dans les deux sens, les problématiques sont un peu différentes, mais dans tous les cas, s'il y a une grande perte de poids ou une grande prise de poids, on ne met pas toutes les chances de son côté non plus derrière. Et au-delà de ça, avoir un poids qui est stable de façon générale sur la santé, c'est quand même un peu mieux, disons. Oui, un poids, et c'est vrai que nous on en parle, on est vraiment spécialisé plus dans l'activité physique. Je pense qu'une diététicienne le formulerait peut-être encore différemment en parlant de masse grasse, de masse maigre, etc. D'ailleurs, vous en apprendrez davantage sur un prochain épisode qui sera consacré à ça. Dans la suite des bénéfices, tu vois, il y a, on va dire, le bénéfice sur lequel je trouve qu'on accentue le plus, ou en tout cas sur lequel c'est d'autant plus important en fait de s'y mettre, c'est la fatigue et le fait que 30% de la fatigue peut être limitée en fait par l'activité physique, ce qui paraît énorme. Parce que quand on est complètement HS et qu'on se dit qu'il y a 30% sur lequel je peux peut-être agir, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça donne un peu d'air de penser ça aussi, enfin de savoir ça. Surtout que la fatigue liée au traitement, c'est un des effets secondaires qui revient vraiment le plus souvent et qui est assez handicapant pour les patients et pour les personnes au quotidien. Et c'est vrai que ça peut paraître parfois assez contradictoire de se dire qu'il faille bouger quand on est fatigué pour justement se sentir plus en forme. Mais finalement, les personnes le comprennent souvent assez bien et assez vite du moment où ils se mettent à bouger, mais ça va impacter de façon positive notamment le sommeil, permettre de mieux dormir, d'avoir un sommeil vraiment récupérateur. Parce que la fatigue liée au traitement, c'est pas une fatigue qui est physiologiquement normale et de justement faire travailler son corps, son muscle, etc. et créer une fatigue normale, plus naturelle, ça va permettre de mieux récupérer, d'avoir un sommeil plus récupérateur et derrière de se sentir plus en forme. Après, on en discutait récemment, mais voilà, c'est clair que si on fait une activité physique,
après l'activité, on peut se sentir un petit peu fatigué en fin de journée, mais pour autant, voilà, ce sera une fatigue plus physiologique, plus normale, et c'est ce qui permettra aussi de bien dormir derrière, mieux récupérer, et se sentir plus en forme sur le moyen à long terme. Ouais, c'est ça. En fait, tu soulignes vraiment le côté... le bénéfice, il n'est pas toujours immédiat. Il peut Surtout arriver... avec l'activité physique. Exactement. Et encore que, je repense à un exemple où, tu sais, quand on fait des tests de marche, donc souvent, en fait, quand on démarre un programme d'activité physique adaptée, il y a des tests qui sont réalisés pour justement partir des capacités de la personne, mieux la connaître, puis en même temps, ça fait un point de départ, et ensuite, ça permet de comparer à la fin du programme. Et j'ai plusieurs exemples en tête, enfin, plusieurs mêmes exemples en tête de personnes qui arrivaient, tu sais, très fatiguées pour faire, par exemple, un test de marche, donc un test de marche de 6 minutes, où on fait des allers-retours, il faut mettre de l'intensité. Et en fait, j'ai plusieurs fois en tête des personnes qui me disaient après le test de marche, ah bah finalement, quand elles devaient noter leur fatigue, elles étaient boostées, elles étaient plus dynamiques. Donc il y a quand même cette chose-là qui peut faire du bien, en fait, de sentir que juste après un effort ou pendant l'effort, ça nous redynamise un peu. Ouais, tout à fait. Effectivement, il peut y avoir un coup de barre derrière et un peu le contre-coup, ce qui est d'ailleurs logique parce que même sans pathologie, on fait une activité, souvent on a un peu un coup de barre après, c'est normal en fait. Mais ce truc-là, je trouvais tellement intéressant de voir des personnes le vivre en fait et dire je pensais pas que j'allais pouvoir être moins fatiguée aussi rapidement. En fait, 6 minutes, c'est court. C'est vrai que là, voilà, tu parles d'un test, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Enfin, moi, que je vois souvent en séance sur des patients qui arrivent et qui nous disent que voilà, ils sont un petit peu fatigués et qu'ils ont dû un petit peu se faire violence pour venir jusqu'ici et que finalement, à la sortie de la séance, ils se sentent mieux, ils sont contents d'être là, d'être venus et ils se sentent plus en forme. Mais ça, je pense que tout un chacun l'a peut-être déjà vécu. Parfois, le plus dur, c'est de réussir à se motiver. On peut avoir un peu la flemme, entre guillemets, de bouger, d'aller faire de l'activité. Et après l'avoir fait, on se sent mieux, on a un regain d'énergie, un petit peu de vitalité. Et c'est la même chose pour tout le monde, finalement. C'est ça, exactement. C'est juste que pendant les traitements, je pense que c'est plus dur parce qu'il y a d'autres choses qui se greffent. Il y a d'autres enjeux, oui. Mais c'est intéressant en plus de se dire que au-delà de l'aspect, tu vois, le ressenti du fait que tu es plus dynamique, etc., tu as aussi le côté derrière, enfin, tu as d'autres bénéfices qui se rajoutent en se disant, par exemple, bon, déjà, je me sens mieux, je me sens plus dynamique, mais en plus, je suis contente parce que finalement, je me voyais tellement pas faire ça, je l'ai fait, et juste ça, c'est énorme, en fait, au niveau psychologique, au niveau mental, d'avoir pu faire quand on se sentait pas le faire, en fait. Tout à fait. Les bénéfices de l'activité physique en cancérologie, sont également très axés sur le côté psychologique, sur la confiance en soi, l'estime de soi, le bien-être aussi. Il y a quelques temps, on avait fait une petite vidéo avec nos patients où on leur demandait de donner juste un terme sur ce que ça leur apporte l'activité physique. Et le côté bien-être est revenu vraiment, vraiment, vraiment très souvent. C'est quelque chose qui les marque beaucoup. Voilà, ils viennent pour se faire du bien, pour se sentir mieux, que ce soit dans leur corps ou dans leur tête. Et c'est vrai qu'il y a un gros impact aussi à ce niveau-là. Complètement. Ça n'a pas de prix, en fait, la qualité de vie et le bien-être. Et parce que derrière, si on se sent mieux, ça impacte tout le reste, ça impacte tous les domaines de vie. Et c'est chouette que vous ayez fait ça, en fait, pour justement mieux comprendre. Parce que nous, on arrive toujours en disant les bénéfices un peu très carrés, ceux qui ont été prouvés scientifiquement de telle ou telle manière. Tout à fait. Mais ces bénéfices-là, avec les mots, en fait, des patients, je trouve que c'est encore au-dessus, quoi. C'est encore au-dessus. C'est eux qui le vivent et qui le ressentent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup le côté où ils réussissent souvent à se prouver qu'ils sont capables de faire encore des choses. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans leurs témoignages, que j'ai réussi à maintenir quelque chose, j'ai réussi à faire ça, et ils en sont assez fiers, et ça leur donne, je pense, parfois une sorte d'espoir, entre guillemets, de se dire que ils sont capables de faire encore quand même beaucoup de choses. Et c'est quelque chose de très positif aussi. Oui, parce que mine de rien, c'est super déstabilisant. Surtout, là, je parle de la maladie, des traitements, tout ça. C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant, par exemple, pour des personnes qui étaient sportives avant la maladie, qui justement peuvent plus pratiquer tel qu'elles aimeraient le faire. De se voir, en fait, pratiquer avec d'autres intensités,
avec peut-être dans d'autres activités, enfin dans des choses complètement différentes, en se sentant peut-être plus affaibli, ben c'est sûr que là, tout de suite, on en prend un coup au niveau de notre sentiment d'être capable justement de faire telle ou telle chose. Enfin, ça perturbe en fait finalement, qu'est-ce que je peux faire ? C'est un peu la question qui peut ressortir. Au final, tout allait bien il y a 2 mois, maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je suis plus sûre de savoir faire ce que je savais faire finalement. Donc c'est, comme tu le soulignes, ça a énormément de bénéfices à ce niveau, sur après la confiance en soi, ainsi de suite. Et puis après, au-delà de l'aspect de la confiance en soi, enfin au-delà, pas forcément, parce que ça peut se rejoindre, mais il y a aussi le côté de pratiquer en groupe, parce que quand on a moins confiance ou quand on se sent moins à l'aise avec son corps ou moins bien dans sa peau, bah, on a tendance quand même à se refermer, à rester chez soi, à s'isoler. Et là, le fait de pratiquer, ou en tout cas d'essayer de pratiquer de l'activité physique, ça peut permettre aussi petit à petit de retrouver plus confiance en soi, peut-être de se sentir plus à l'aise et d'aller pratiquer avec d'autres personnes. Ça, c'est un réel bénéfice en fait. Pendant la maladie, le fait de pratiquer en groupe et d'être entouré en fait de personnes. Bah, tout à fait, parce que pendant les traitements, si les personnes sont actives de base, sont en arrêt de travail, on se retrouve quand même sur un rythme qui est très différent, où on a moins de contact social de façon générale. Là, ça permet aussi de garder du lien social. Selon où l'activité physique est pratiquée, si c'est au centre Léon Barrère par exemple avec nous, ils sont avec des personnes qui vivent entre guillemets les mêmes choses qu'eux, avec qui ils peuvent échanger, etc. Ou pas d'ailleurs s'ils ne le souhaitent pas, c'est aussi parfois le cas. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect social qui est assez fort quand on pratique, en tout cas dans un groupe, où voilà, on n'est pas seul, on est ensemble et ça aide aussi à penser à autre chose même tout simplement parfois, à s'évader un petit peu de tout ça et à créer un petit peu du lien. Ça, tu vois, j'ai vraiment des souvenirs de voir des personnes donc pratiquer ensemble et presque comme s'il y avait une sorte de cohésion d'équipe, tu sais, avec certaines personnes qui justement créent en plus des nouvelles relations. Et il y en a qui sont amis derrière et qui... Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, moi j'ai souvenir de groupes sur des séances où c'était essentiellement des femmes sur cette activité qui sont devenues amies, qui sont parties mais plusieurs fois en plus. Vraiment, ça arrivait sur différents groupes, différentes temporalités, où certaines se retrouvaient pour aller au restaurant régulièrement, ou sont parties faire des randonnées ensemble finalement. Enfin, et c'est relativement souvent le cas que les personnes se lient quand même, et autour de l'activité physique bien souvent. Et se lient d'amitié, ou parfois c'est pas le cas, parfois c'est juste sur une période, et ensuite la parenthèse peut être refermée, mais au moins sur une période ils auront eu un aspect un peu collectif, ouais. C'est chouette de voir que finalement à la base l'objectif c'était d'aller pratiquer pour faire de l'activité physique, en tout cas souvent c'est pour maintenir on va dire sa condition physique, pour être bien, etc. Et en fait ça peut partir super loin le bénéfice parce que du coup on voit qu'au niveau des relations sociales ça a un sens. Et puis on a donc des personnes qui sont ensuite moins isolées socialement parce que bon, on n'a pas fait le même schéma que au niveau du déconditionnement physique, mais quand on est isolé socialement, ça impacte et ça implique d'autres conséquences aussi derrière. Donc ça c'est quand même un bénéfice qui est important, je pense, d'être souligné, le côté relation sociale, enfin, tout le lien social. Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément mis l'accent sur des bénéfices tu vois, en lien avec l'équilibre. Je pense à des choses comme ça. Je pense que pendant les traitements, on a des personnes qui peuvent avoir différents types de difficultés. Les traitements, ça peut apporter des neuropathies, donc des pertes de sensibilité. Et il y a quand même un sens d'aller travailler aussi certaines choses pour faire en sorte que derrière, on ne soit pas dans l'insécurité dans notre quotidien parce que on a perdu un peu l'équilibre, parce que sur d'autres on va dire symptômes, on a perdu donc du muscle, donc on est moins équilibré. Il y a aussi, on va dire, un impact à différents niveaux en fonction des symptômes. Je sais pas si tu vois d'autres choses là qui te viennent en tête comme ça en termes
bénéfices. Il y en a beaucoup et il y en a... Il y en a un qui me vient, pardon, Vas-y. je te coupe, mais sur le côté cognitif aussi, où avec les traitements, c'est pas un effet secondaire dont on entend le plus parler. Pour autant, il est très fréquent. Pour autant, il est extrêmement fréquent sur les capacités cognitives de façon générale, sur la concentration, la coordination, pas mal de choses comme ça. Peut-être que tu pourras Alors, beaucoup compléter. du brouillard un peu... du brouillard mental, ou je sais plus exactement quel est le terme. Comment ils appellent ça en anglais? Il y a un terme... brain chemical, ou quelque chose comme ça. Frog. Oui, c'est peut-être Brain ça. frog. Brain frog. Bon, on le dit peut-être pas exactement de la meilleure des manières, mais en tout cas, c'est comme une sorte de brouillard dans la tête avec, comme tu l'as décrit, au niveau cognitif, c'est plus compliqué, des pertes de mémoire, des pertes de concentration. De concentration, ça revient assez souvent, ça. Sur les personnes qui reprennent le travail, sur la concentration, les capacités... pas tant les capacités intellectuelles, on peut pas dire ça, mais voilà, la concentration purement ou le côté coordination, comme on disait. Et mine de rien, l'activité physique, c'est une activité sur laquelle on va bien souvent travailler un peu tout ça, quoi. Mine de rien, quand on travaille la coordination, je pense que c'est vraiment le truc qui permet, tu sais, d'aller travailler autant la mémoire que... je sais pas si c'est à ça que tu pensais, toi. Bah oui, notamment, mais en vérité... presque quelle que soit l'activité physique qu'on va faire, on va réussir à travailler sa coordination. Si on rajoute des petites choses, des doubles tâches, on peut aussi travailler de la coordination un peu plus, au sens plus large, la mémorisation selon l'activité qu'on fait. Je sais que toi, par exemple, tu aimes bien faire du step. Sur le step, clairement, on va travailler assez fortement tout ça, coordination, mémorisation. C'est sûr. Il y a pas mal de choses qui peuvent être travaillées aussi en plus. Et comme c'est un effet secondaire qui revient assez régulièrement, c'est quelque chose d'assez important aussi à continuer de stimuler. Oui, très clairement. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres bénéfices qui nous viendront un peu plus tard. Je pense à un truc qu'on n'a pas forcément dit et qui est super important à mon sens, c'est le fait qu'on peut avoir tendance à penser, et comme on le disait au début, avant, on avait tendance à dire « repose-toi », etc. Ou on va dire les médecins, parce que aussi il n'y avait pas autant de preuves scientifiques, avaient peut-être tendance à dire bah non, éviter de faire trop d'efforts, etc. Il y a quand même un truc qui a souligné et qui peut surprendre beaucoup de personnes, c'est que finalement l'activité physique, c'est pas contre-indiqué à 100%. En fait, il n'y a pas de contre-indication totale. Il y a des contre-indications relatives. Exactement. Ça va être propre un peu à chacun, la pathologie qu'il y a, aux potentielles complexités de la pathologie. Il y aura forcément des choses auxquelles faire attention, mais une fois de plus, nous, on est enseignants en activité physique adaptée. Comme on a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'adapter l'activité à la personne et aux capacités de la personne. À partir de là, tout est adaptable, tout est possible. Il faut vraiment se dire que tout est possible, tout est réalisable. On trouvera quasiment toujours une activité qui sera réalisable par une personne. Parfois, il faut avoir un petit peu d'imagination quand c'est des cas entre guillemets complexes. Mais globalement, il y a toujours possibilité de trouver quelque chose à faire. Il y a toujours possibilité. Je dirais que le seul truc où j'aurais du mal à imaginer des adaptations, ça serait si quelqu'un voulait trouver une activité qui soit adaptée, ou un sport adapté, genre un sport extrême, tu vois. J'essaie de m'imaginer, là, comment est-ce qu'on pourrait adapter je sais pas, un sport super extrême. Parce qu'on peut quasiment adapter un peu toutes les activités. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même des petites... Oui, bien sûr, ça a relativisé ce qu'on dit quand même. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont pas envisageables, parfois pendant les traitements, parfois qui le seront peut-être plus jamais, c'est sûr, selon les activités en effet. Mais voilà, on pourra toujours trouver une autre activité ou quelque chose à réaliser. Mais c'est sûr que, bon, selon la pathologie, selon l'évolution, on va pas forcément aller faire du MMA, quoi, par exemple. Mais c'est ça. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura toujours une activité. Il peut pas y avoir zéro activité. C'est ça. En fait, il peut pas y avoir zéro activité physique possible. C'est ça. Il y a toujours quelque chose de possible. C'est ça. Et souvent, ça va être qu'il y a des précautions qui doivent être prises, notamment... Alors pour les personnes qui sont concernées par la maladie, si vous avez un PICC line ou vous avez un PAC, donc c'est un dispositif qui est implanté sous la peau, au-dessus de votre poitrine, ou bien si vous avez justement
je sais pas comment on peut le décrire, mais au niveau du bras, donc on dirait pas un dispositif, un PICC line, c'est un... Je sais pas comment on le dirait. À savoir que les packs aussi, maintenant, ils en mettent beaucoup dans les bras. Hein. Oui, c'est vrai. Bien vu, ouais. Les packs, les chambres implantables, elles peuvent être soit au niveau du torse, soit aussi dans le bras. Donc c'est un petit boîtier qui est sous la peau, qui est installé pendant une chirurgie et qui permet d'éviter de repiquer justement à chaque fois. Les PICC line, pour le coup, c'est un petit cathéter qui dépasse quoi, et qui reste, et qui n'est pas sous la peau, qui reste positionné, mais à l'extérieur du corps. Et tout le monde n'en a pas pendant les traitements, mais ça concerne quand même beaucoup de monde. Ça concerne beaucoup de monde, oui. Tout le monde n'en a pas, tout le monde n'a pas de PICC ou de PAC, certes, mais ça peut être parfois, à certains moments du traitement, on en a, à d'autres, on n'en a pas. Ça varie, mais ça concerne quand même une bonne partie des personnes. Et on a souvent des patients ou des patientes qui viennent vers nous pour savoir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Ils ont souvent quand même des petites consignes déjà qui sont données par leur oncologue, mais pour notamment les personnes sportives qui viennent nous demander un peu ce qui est réalisable. En soi, globalement, l'idée c'est d'essayer d'éviter les mouvements ciblés sur les muscles sur lesquels le dispositif est implanté. Si on a justement un PAC ou un PICC qui est planté au niveau du biceps ou au niveau du coude. On va éviter de faire un travail spécifique, par exemple des biceps. Si on a un PAC au niveau du thorax, on va éviter de faire une sollicitation spécifique au niveau des pectoraux. Globalement, ça va être surtout ça. Donc souvent, on doit dire à des personnes très sportives qui font du renforcement musculaire de ne pas faire de pompe pendant un certain temps, par exemple. L'idée de ça, c'est d'essayer d'éviter le risque de thrombose, de caillot qui se crée. Après, au-delà de ça, ça va être beaucoup à la sensation, de trouver des activités, des mouvements qui ne soient pas gênants au niveau du dispositif. Mais il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Ouais. Et vous entendrez toujours, je pense, des contre-exemples ou des gens qui... Moi, j'ai en tête, par exemple, je repense à un coach sportif, je ne sais pas si tu l'avais connu, mais qui avait justement poursuivi la muscu. Et il avait, de mémoire, donc un dispositif au-dessus de la poitrine. Et lui, pour le coup, il avait continué à faire un travail des pecs. C'est juste que déjà, il était coach sportif, donc il connaissait très bien ce qu'il faisait. Et en plus de ça, il avait complètement adapté la charge, etc. Ouais. Donc, bien sûr, là, nous, on ne va pas vous encourager à faire ce genre d'exercice, d'autant plus si vous ne connaissez pas spécifiquement, on va dire, la muscu ou très bien, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est juste pour vous dire que peut-être que dans votre entourage, vous allez entendre des personnes vous dire « Ah bah oui, mais moi, j'ai pu le faire », ou bien sûr. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que avant d'entreprendre en fait une activité physique ou un sport, c'est quand même bien d'avoir cette conversation-là avec votre médecin oncologue pour savoir déjà ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement contre-indiquées, on y reviendra juste après, quelles sont les précautions peut-être à prendre pour vraiment aller dans la bonne direction. Et si votre médecin oncologue vous dit bah non, ne faites plus d'activité physique, il y a peut-être, on va dire, des questions à lui poser sur pourquoi en fait, ou est-ce qu'il n'y a absolument rien que je puisse faire. Tous ne sont pas forcément d'ailleurs spécialisés sur l'activité physique, donc c'est aussi normal qu'ils n'aient pas, on va dire, connaissance de tout ce qu'il est possible de faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Et tout comme si vous cherchez un enseignant en activité physique adaptée, tous ne sont pas forcément familiers avec la cancérologie, donc ça peut être intéressant quand vous faites une démarche, d'aller, on va dire, dans une entreprise ou une association qui propose ce genre d'accompagnement, de demander en fait tout simplement est-ce que vous vous sentez d'accompagner quelqu'un qui est en soins. C'est pas toujours évident à dire, mais d'essayer de demander si c'est faisable et si la personne en face est à même de vous accompagner tout simplement. Ouais, tout à fait. Après, je rebondis sur le cas des médecins. C'est vrai que maintenant quand même, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est un petit peu plus grande sur l'activité physique. Ils vont globalement savoir vous dire les contre-indications relatives. Et pour la plupart, je pense, vont commencer à connaître un petit peu les recommandations, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas, et n'hésitez pas
voir un petit peu selon où vous êtes suivi, est-ce qu'il y a un service d'activité physique adapté, est-ce qu'on peut vous aiguiller, parce que l'activité physique est quand même un soin de support qui est de plus en plus répandu, et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être proposé dans votre centre sur des conseils. Vous pouvez retrouver, je pense que Magali mettra un petit peu des liens aussi, mais des conseils sur la pratique d'activité physique sur différentes sources assez fiables. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut se poser la question de ce qui est réalisable. Et si on nous dit que rien n'est possible, voilà, peut-être, mais voilà, se poser... C'est bien de savoir pourquoi. Savoir dans ces pourquoi, cas-là, voilà, savoir pourquoi, en fait. Ou quel risque on encourt si on fait... si on en fait, justement. C'est ça. Mais à partir du moment où vous êtes aller marcher, est-ce qu'on peut... Si vous pouvez marcher, ou si vous pouvez, on va dire, faire quelques mouvements, parfois c'est ça en fait, c'est de se dire que même des mouvements assis sur une chaise, ça fait partie aussi de l'activité physique adaptée. Et ça peut être une forme d'activité physique aussi. Tout à fait, très clairement. Il faut pas... Voilà, tout à l'heure... Moi, j'ai parlé de step, de MMA très brièvement, mais on est bien d'accord que faire de la gym sur chaise, c'est possible. Et ça permet de bien solliciter au niveau musculaire, même au niveau cardio-respiratoire, selon ce qui est exécuté. Donc, il y a des possibilités qui existent. Il existe, on va dire, suffisamment d'activités pour se dire qu'il y en aura quand même une qui pourra sûrement vous être possible, en fait. Et je voulais revenir... Je rembobine un petit peu. On a parlé, tu sais, du peak line et du pack. On n'a pas forcément précisé plus que ça, mais ce qui va être, on va dire, déconseillé, c'est aussi les sports un peu brusques. Par exemple, si vous avez donc un dispositif au niveau du bras, on va éviter le tennis, on va éviter les sports qui sont, on va dire... impact, entre guillemets. Ouais, comment on pourrait le dire ? Un sport où vous allez faire des gestes assez rapides, des gestes assez brusques, tout comme si vous avez un pack, donc juste au-dessus de la poitrine, on va éviter de faire de l'escalade, des choses où on doit se suspendre, parce que justement ça va venir tirer sur le dispositif. Ouais, on fait pas trop de sport de contact non plus. Oui. Si on est judoka ou boxeur ou boxeuse de base, on met petite pause pour l'instant sur tout ça. Ouais, tout à fait. Et après, alors... Je veux faire part quand même de cette situation moi, que j'avais vécue avec une personne pour qui c'était inimaginable. Je me rappellerai toujours, c'était une personne qui faisait du golf et pour elle, c'était inimaginable, tu vois, de pas en faire. Et en fait, il y avait ce truc-là. Donc là, c'est vraiment... Par contre, c'est pas à nous de vous donner, on va dire, l'autorisation de faire ce genre de choses. C'est en discuter toujours avec le médecin. Mais je me rappelle que d'un côté, il y avait le médecin qui disait « non, surtout pas, faut pas faire cette activité-là ». Et d'un autre côté, cette personne, elle me disait « non mais moi je peux pas vivre sans le golf, c'est juste pas possible ». Donc après, c'est à vous aussi, ça va être à vous à un moment donné, je veux dire, le médecin, il va pas venir vous empêcher de pratiquer un sport, il va vous déconseiller ou il va au contraire vous conseiller. Mais il peut y avoir aussi ce truc-là où, par exemple, le golf, en l'occurrence, cette personne-là, on avait cherché une sorte d'entre-deux, parce qu'en fait, c'était tellement négatif, les conséquences étaient tellement négatives pour elle de pas en faire, tu vois, que... En fait, la sanction, elle aurait été beaucoup trop dure de pas du tout en faire. Donc, on avait trouvé une sorte d'équilibre entre je fais tout doucement les mouvements ou je continue à toucher le matériel ou à marcher un petit peu sur le terrain. Enfin, voilà, on avait trouvé un petit peu cet entre-deux-là. Parfois, je trouve qu'il y a aussi cette balance de à quel point, en fait, c'est toujours une question un peu de bénéfices et de risques. Et c'est à vous aussi de les peser, ces bénéfices et ces risques. Si, je sais pas moi... la boxe c'est votre passion, vous n'allez peut-être pas pouvoir en faire de la même manière que vous en faisiez. Vous n'allez peut-être pas pouvoir la faire en faisant des combats, mais peut-être que vous allez pouvoir faire du shadow, juste quelque chose dans le vide entre guillemets. Est-ce que vous allez pouvoir garder un contact avec l'activité ? C'est vrai qu'il y a le côté psychologique qui est important aussi sur ça, on en parlait tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a possibilité de rester dans la même veine de l'activité en s'éloignant de ce qui est déconseillé et en gardant ce qui peut l'être. Complètement, oui. Et ça, très clairement, je pense que des personnes qui sont soit spécialisées dans l'activité en elle-même, soit, on va dire, dans l'activité physique adaptée, peuvent aussi vous aider à trouver un peu ce juste milieu, parce que ça peut être vraiment très douloureux de devoir arrêter sa passion, en plus de vivre tous ces traitements-là. Et ensuite, alors il y a un autre effet secondaire qui
qui est quand même très présent, c'est tout ce qui est en lien avec les nausées. Et parfois, ces nausées, ça empêche et ça fait qu'on se renferme sur soi-même, on n'ose plus sortir, etc. Enfin, on n'est pas bien. Et l'activité physique, ça a quand même un intérêt là-dedans. Juste ne serait-ce que de sortir marcher, parfois, ça peut aussi limiter ce genre d'effets secondaires. En tout cas, faire qu'on va mieux les vivre, si ça les limite pas complètement. En fait, partez un peu du principe que selon l'événement ou le symptôme auquel vous êtes en train de faire face, peut-être que parfois il peut y avoir des petites alternatives, même minimes, mais en tout cas par rapport aux nausées, moi je pense à ça, tu vois. Ouais, clairement, moi, une des choses que je dis souvent aux personnes qui nous demandent, soit on peut avoir des personnes qui juste nous demandent des conseils, d'autres qui font de l'activité physique avec nous, mais globalement, ma réponse est assez souvent la même. Le maître mot, souvent, c'est de s'écouter, d'écouter son niveau de forme du jour, d'écouter, est-ce que là, c'est un jour où vraiment j'ai été forte nausée, je suis très fatiguée, ou est-ce que c'est un jour où ça va bien, je peux faire un peu plus de choses, et de pas vouloir s'imposer parfois certaines choses. Ça te dit, aujourd'hui, je fais 30 minutes de marche avec un super bon rythme, c'était mon objectif, mais en fait, je suis pas bien, ça va être trop dur. Ok, on fait pas ça aujourd'hui. Finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on va juste aller marcher 10 minutes tranquillement parce qu'aujourd'hui, ça nous demande déjà assez d'efforts, c'est déjà assez compliqué. Mais voilà, peut-être que demain ou après-demain, ça ira mieux. Et vraiment, l'objectif, on parlait tout à l'heure aussi de l'intensité de l'effort qui est à mettre. Mais globalement, ça va être ça de façon plus large. L'idée, c'est de vraiment adapter en fonction de votre niveau de forme. De pas vouloir au jour le jour. De pas vouloir en faire trop parce qu'on s'était dit qu'on ferait ça. Et de ne pas peut-être du coup rien faire parce que si je m'étais dit que je ferais ça et je suis pas capable de faire ça, du coup je fais rien. Mais est-ce qu'il n'est pas possible, une fois de plus, de trouver une solution pour continuer de bouger un petit peu tout en s'écoutant. Et voilà, si un jour ça va mieux, là ok, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus intense, d'un petit peu plus difficile. Clairement, le jour où on a des nausées, c'est peut-être pas le jour où on va s'amuser à faire quelque chose qui bouge dans tous les sens, quoi. C'est ça. Voilà, faire quelque chose de plus calme, de plus doux. Peut-être, je sais pas, un petit peu de yoga, des étirements, des choses vraiment plus douces, plus tranquilles, où il y a moins de risque un petit peu de réveiller les nausées. Et si le lendemain ça va, et le lendemain c'est parti, on fait l'activité qu'on avait peut-être prévue initialement. Voilà. Carrément, ouais. Je pense que pour beaucoup de situations, l'activité physique, ça peut être, on va dire, le premier truc auquel on peut penser pour faire face à l'obstacle ou le symptôme qu'on est en train de vivre. Mais pour autant, faut pas non plus être, on va dire, extrême dans le truc et se dire, je sais que l'activité physique, c'est bon pour ça. Donc, là, je suis en train de faire face justement à ces différents effets secondaires. Donc, je vais en faire à fond. En fait, parfois, c'est de se dire, bon, je tente cette première option, parce que je sais qu'effectivement, ça a un impact qui est très positif. Et si j'essaye et que je vois que c'est pas ça, si je me dis, comme tu l'as dit, finalement, je m'étais dit, j'essaierai, quoi qu'il arrive, de faire 30 minutes de marche avec une bonne intensité, si je vois que c'est pas possible, ou si je vois qu'en cours de route, c'est plus dur que ce que j'avais prévu. Et c'est ça qui est pas toujours simple, d'ailleurs, d'accepter de diminuer ce qu'on a imaginé faire. Ça peut être dur, tu vois, c'est vraiment d'être confronté au fait que finalement on n'est pas en mesure de faire ce qu'on aurait aimé faire. Donc ça, c'est assez difficile, et pour autant c'est quand même une belle je trouve une belle qualité, habileté, je dirais comme ça, d'apprendre à le faire, c'est-à-dire d'apprendre à ajuster au fur et à mesure, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi derrière de mieux récupérer. Parce que si vous vous dites que l'activité physique, il faut absolument en faire coûte que coûte, et que même si vous êtes fatigué, et là je parle vraiment d'une fatigue extrême, quoi qu'il arrive, vous en faites, peut-être que vous allez, dans un autre sens, ne pas laisser le corps récupérer. Et en plus de ça, on sait que, maintenant, quand je dis on sait, c'est vraiment dans la littérature scientifique, on sait que suite à une chimio, par exemple, le corps met plus de temps à récupérer. Donc c'est tout à fait normal que on prenne ça en compte pour justement récupérer aussi dans notre pratique d'activité physique. Donc mettre un peu de repos, je veux dire, c'est ça qui est important. C'est toujours en fait cette balance entre
je fais de l'activité physique, mais en même temps, je me repose parce que si j'arrive à trouver le bon équilibre, ça va faire que petit à petit, je vais être moins fatiguée. Par contre, si je force trop l'un des deux, ben, soit je vais être plus fatiguée parce que j'en fais pas assez, soit je vais être plus fatiguée parce que j'en ai trop fait. Parce que j'en fais trop, ouais. C'est souvent la balance qui n'est pas la plus évidente à trouver sur des patients qui sont sportifs de base, très actifs, et qui ont parfois du mal quand même à se rendre compte. Enfin, voilà, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec un patient qui, de base, était extrêmement actif, extrêmement sportif, qui faisait 5 entraînements par semaine de triathlon, et là, qui avait du mal avec l'image qu'il se renvoyait à lui-même, d'être vraiment en difficulté physiquement, d'être faible physiquement, même on peut le dire. Et il avait du mal et ça lui faisait mal, et pour autant il réussissait, il était très volontaire pour bouger, et c'est parfois le genre de personne qu'il faut entre guillemets calmer, ralentir. Voilà, il y a des patients parfois qu'il faut un petit peu secouer entre guillemets pour essayer d'aller chercher une intensité qui soit relativement modérée. Il y a des personnes qu'il faut ralentir un petit peu, vraiment. Une fois que ça a été compris, en général, c'est bon, mais vraiment l'idée c'est d'essayer de faire de façon régulière, à une intensité qui soit modérée, légèrement soutenue certes, mais régulière. Ça va être ça qui va faire qu'on va se sentir mieux petit à petit. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir parfois peut-être en faire un peu plus. Mais la régularité, c'est la clé. Et après, l'idée, c'est qu'on ajuste vraiment en fonction de la forme qui risque vraiment d'être en dents de scie d'un jour à l'autre, comme tu disais, suite au traitement, suite à la chimiothérapie. Mais voilà, surtout de maintenir régulière, et pas forcément des énormes doses si c'est pas possible. Et ce sera beaucoup plus bénéfique de faire un petit peu régulièrement, si on n'est pas en mesure de faire beaucoup, que beaucoup d'un coup, puis plus rien, parce que finalement on va avoir fait trop par rapport à nos possibilités actuelles, et derrière on va être trop fatigué, et on va se surfatiguer même finalement, rajouter comme un surentraînement, comme un surentraînement d'un sportif, presque. Exactement. Et derrière on va en avoir fait beaucoup d'un coup, on va être vraiment fatigué, on va avoir du mal, on va avoir des courbatures pendant je ne sais combien de temps, et finalement ça va nous éloigner de la pratique, et peut-être que même on aura peut-être peur d'y retourner après coup, alors que si on fait de façon très régulière, en écoutant bien soi-même, c'est la perception qu'on a de l'effort, c'est comme ça qu'on réussira petit à petit à potentiellement en faire plus, quoi. Ouais. Et toute la difficulté en fait réside dans le fait que il n'y a pas, on va dire, un programme fixe pour tout le monde, enfin il n'y a pas une manière de faire pour tout le monde, et que même si il y a les recommandations qui sont de 30 minutes, etc., mine de rien, il faut vraiment l'adapter au fur et à mesure. Et moi je me rappelle que j'avais souvent tendance à dire aux gens qu'à un moment donné, ils vont être obligés de tester des choses, un peu de fonctionner par essai-erreur, tu vois. Parce que même nous, on connaît bien le public, on connaît bien la pathologie. Pour autant, c'est pas toujours évident, en fait, de trouver le bon équilibre, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que font les personnes de leur côté. Et voilà. Et moi, d'ailleurs, j'avais souvent en tête, je vais faire le lien avec cet exemple-là, de personnes qui me disaient moi le matin je suis beaucoup plus active, je suis beaucoup plus dynamique. Et quand je discutais avec ces personnes, ce qui se passait, c'est souvent elles faisaient tout le matin, tu vois, beaucoup de, je sais pas moi, elles allaient chercher le pain à pied, leurs courses, le ménage, etc. Et du coup l'après-midi elles étaient complètement KO. Et il y avait aussi ce truc là de finalement, est-ce que t'es KO parce que t'es KO à cause de la maladie, etc., ou parce que t'en as pas un peu trop fait le matin. Donc je pense qu'il y a aussi ça à analyser un peu. Si vous ne savez pas réellement quoi faire et que vous dites je suis fatiguée, ou voilà, j'ai tel ou tel problème qui me concerne, je ne sais pas comment adapter mon activité, j'ai testé différentes manières, je pense que c'est bien aussi de voir quels sont les jours où vous êtes le plus en forme, et de voir quelle est la répartition de vos activités au sein de ces mêmes journées-là, en fait. Parce que vous allez peut-être observer que parfois, juste parce que vous imaginez que dans votre tête, à tel moment, ça va pas passer, et vous allez anticiper, vous allez tout faire sur les 2 heures, les 2 heures du matin. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte sur, on va dire, comment répartir pour trouver cet équilibre dont on parle. J'en fais un peu, mais pas trop, parce que sinon, après, je vais pas pouvoir récupérer, je vais être plus fatiguée, etc. De façon générale, qu'on soit malade ou pas, c'est toujours bien de réussir à voir justement dans la semaine à quel moment ça peut caler, on peut mettre notre activité, etc. Mais c'est vrai que voilà, là, pendant les traitements notamment, des personnes qui peuvent avoir des traitements assez cycliques, par exemple des chimiothérapies de façon hebdomadaire,
Ça arrive souvent. Nous, on a des patients qui savent que le surlendemain de la chimiothérapie, c'est compliqué. Donc, c'est pas forcément ce jour-là où ils viennent nous voir pour faire de l'activité physique. Ils se laissent ce jour-là plus en repos et ils viennent le jour d'encore après, ou etc. Et ils se calent un petit peu dans la semaine, justement, en fonction de ça. Ils apprennent en fait aussi à mieux se connaître petit à petit. Exactement, ouais. À quel moment c'est plus adéquat ou pas. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu de traitement et que vous êtes sur le point d'en avoir, partez pas, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de partir avec le moins d'a priori possible et le moins on va dire, d'idées préconçues sur le sujet. Parce que partez pas d'office en vous disant que vous allez être complètement fatigué, par exemple. Parce que juste ça fait qu'on va se mettre dans un certain... on va dire dans notre tête, on va être focalisé là-dessus. Donc petit à petit, on va peut-être mettre en place des comportements qui vont pas non plus nous aider par rapport à ça. Donc c'est d'essayer, c'est toujours difficile à faire, mais de partir avec le moins d'essayer de partir avec le plus de neutralité possible par rapport à comment ça va se passer, parce qu'il y a aussi toute l'appréhension qui fait que derrière, ça impacte aussi les effets secondaires. Et puis ça... Ouais, tout à fait. C'est légitime dans un sens, mais c'est vrai que personne ne réagit vraiment pareil un même traitement qui peut être administré à 3 personnes. Les 3 personnes ne réagiront pas de la même façon. Certaines auront certains effets secondaires, d'autres ne les auront pas, d'autres n'auront quasi pas d'effets secondaires, ça peut arriver. Tout est possible, et une fois de plus, si on parle notamment de la fatigue, ce dont on parle depuis tout à l'heure comme effet secondaire, une fois de plus, c'est quelque chose sur lequel on peut potentiellement avoir un petit peu la main. C'est une fois de plus pas une science exacte. Il y a des moments où on ne pourra pas faire grand-chose d'autre que essayer de faire avec. Mais plus on va bouger, plus on va essayer de rester actif, mieux ça pourra se passer quand même là-dessus. Complètement. Et ça nous permet, tu vois, d'avoir parlé aussi de la fatigue, je trouve, de faire le lien avec certaines contre-indications qui sont un peu plus absolues, là, pour le coup. Notamment... absolu, pardon, tout est relatif. Je pense, en fait, à l'anémie. Tu vois, la fatigue, elle peut être causée par différentes choses, mais elle peut être causée aussi par le fait qu'on a de l'anémie, au-delà d'avoir, justement, une maladie et un traitement. Toi, tu te rappelles sûrement mieux que moi, là, on va dire le niveau acceptable pour pouvoir pratiquer. En fait, l'anémie, ça va avoir comme conséquence, si on fait de l'activité physique et notamment du cardio, plus d'essoufflement, parce qu'en fait, l'oxygène circule bien moins dans le corps. En tout cas, nos tissus, nos muscles, etc., ne sont pas alimentés en oxygène aussi bien que sans l'anémie. Et donc, si on fait un effort qui demande de plus respirer, là, c'est comme si on forçait un peu sur une voiture qui a du mal à, qui a du mal à avancer, en fait. On va plus fatiguer le corps. Et dans le cadre de l'anémie, alors j'ai plus les chiffres en tête. Mais en dessous, il me semble qu'en dessous de 80 grammes par litre, pas d'activité physique. On reste très tranquille. On reste au ou des étirements ou vraiment quelque chose d'ultra quelque chose de vraiment très 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 tranquille, pas de cardio. Ouais. Ça a demandé en fait de toute manière à votre médecin. Mais si en fait si vous avez cette fatigue, si vous vivez une fatigue, c'est intéressant quand même de comprendre ce qui provoque la fatigue. Et votre médecin, il va être capable de vous dire si c'est justement lié à de l'anémie, si c'est lié directement à la chimio, si c'est lié directement à je ne sais trop quel autre paramètre. Mais en tout cas, en comprenant le pourquoi il y a cette fatigue-là, ça permettra aussi de mieux savoir quoi faire. Et aussi de savoir, par exemple, aux enseignants en activité physique adaptée, ce qu'ils peuvent vous faire faire ou pas dans ces conditions-là, en fait. Mais voilà, il y a quand même des choses comme l'anémie. Une fois de plus, il y a des contre-indications qui sont relatives, qui sont temporaires, par exemple. Pour l'anémie, c'est tant que les globules sont pas remontés, on reste sur quelque chose de plus calme. Une fois qu'ils sont remontés, on peut repartir sur une activité d'endurance sans trop de soucis. Mais c'est vrai que c'est des facteurs sur lesquels il faut avoir une vigilance. Mais pendant les traitements, vous avez régulièrement de toute façon des prises de sang qui sont réalisées, et c'est des marqueurs normalement qui sont vérifiés. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ce problème-là, de l'anémie,
si vous partez du principe dans votre tête que vous êtes fatigué et que donc pour être moins fatigué, il faut faire de l'activité physique, là en l'occurrence, ça marchera pas en fait Oui, voilà. dans cette situation-là précisément. Oui, une fois de plus, comme tu l'as dit, là, tout dépend aussi de la source de la fatigue et c'est important de savoir la source pour pouvoir faire les bonnes actions derrière. C'est ça. Tout comme si vous vous alimentez moins depuis plusieurs jours pour je ne sais trop quelle raison, mais si vous alimentez moins et que du coup vous allez certainement être plus fatigué, pareil, là, l'activité physique, ça sera peut-être pas le premier truc sur lequel il faudra aller. Ou en tout cas, y aller avec plus de vigilance. Voilà, c'est important en fait de comprendre d'où vient le problème pour derrière pouvoir faire, on va dire, ou essayer d'avoir le meilleur comportement possible. Ouais, et globalement, par exemple, éviter de faire de l'activité physique en étant à jeun là, pendant les traitements, c'est moyen. Déjà de base, c'est peut-être pas toujours recommandé, de base, mais là, oui. pendant les traitements, effectivement, c'est encore moins. Alors, là, on parle de plein de choses depuis tout à l'heure, et c'est pas toujours... Là, depuis tout à l'heure, on se prononce pas, on va dire, à 100% sur certains comportements à avoir, parce que, encore une fois, il faut personnaliser ces comportements en fonction de chaque personne. Et comme vous pouvez le comprendre dans un épisode tel que celui-ci, on ne peut pas le faire tout simplement. Il y a les grandes lignes. Après, c'est à vous donc de vous renseigner ou de vous faire accompagner. Et ça permet en fait là de faire la transition sur qu'est-ce que je fais. Bon, là je suis peut-être en traitement, ou bien si vous accompagnez quelqu'un, peut-être que vous êtes aidant d'une personne, ou vous connaissez quelqu'un qui est en traitement, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les recommandations à l'heure actuelle en activité physique, si on s'axe déjà là-dessus, c'est 30 minutes par jour d'activité physique modérée, au moins 5 jours par semaine, sur des activités surtout d'endurance là-dessus. Donc voilà, il y a déjà ça, qui sont assez similaires finalement aux recommandations pour la population générale. En s'axant bien sur le côté intensité de l'effort, voilà, ou comme on le disait, intensité modérée à légèrement soutenue. Il ne sera pas nécessaire, voire même pas intéressant, d'aller chercher quelque chose d'intensité élevée pendant les traitements. À ça, l'idéal, c'est d'essayer d'ajouter du renforcement musculaire 2 fois dans la semaine. Et à ça encore, si on veut, on peut rajouter un petit peu d'exercice d'assouplissement, de choses comme ça. Mais voilà, globalement, à savoir que, imaginons qu'il faille faire un choix en termes d'activité physique. S'il y a quelque chose à favoriser pendant les traitements, ça va être les activités d'endurance, les activités aérobie, de la marche, du vélo, des choses comme ça. Avec l'intensité en question. Avec l'intensité en question, ouais, avec l'intensité en question. Et après, c'est vrai que si on le peut, l'idéal vraiment quand même, et c'est de plus en plus notifié dans les papiers scientifiques, c'est d'ajouter du renforcement musculaire. Parce que comme on le disait tout à l'heure, globalement, les traitements vont aussi attaquer la condition physique et la masse musculaire. Et l'objectif, c'est d'essayer de garder au maximum ces muscles avec soi. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est d'essayer de les solliciter et faire du renforcement musculaire, donc 2 fois dans la semaine. Exactement. Et tu vois, comme c'est simple, les recos, entre guillemets, mais c'est dur de les appliquer. Ce qu'on vous conseille finalement, c'est de chercher aussi comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. Même si, on va dire, vous avez été sportif à très haut niveau, on sait que c'est très difficile de pratiquer, pas forcément que sur la partie physique ou la partie, on va dire, au niveau de la condition physique, mais ne serait-ce qu'au niveau mental et au niveau psychologique, ça demande quand même des ressources de se mettre en activité et d'accepter parfois de ne pas pouvoir pratiquer comme on aimerait. Donc, je pense que là, un conseil qu'on peut donner, c'est quand même de chercher aussi qui pourrait vous aider en fait, dans cette démarche. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, dans les hôpitaux, de plus en plus, il y a des soins de support qui sont mis en place, il y a de l'activité physique, parfois il y a un service qui est dédié à ça. Donc n'hésitez pas à commencer déjà par vous renseigner, là où vous vous faites soigner, est-ce qu'il existe quelque chose, un dispositif qui pourrait vous accompagner ou qui pourrait vous orienter en fonction de là où vous habitez vers des lieux de pratique qui soient adaptés pour vous. Donc ça peut être des structures ou on va dire des programmes d'activité physique qui sont proposés dans des établissements de santé, qui peuvent être proposés dans des entreprises, dans des associations. Il existe beaucoup de choses. Vous pouvez aussi vous renseigner sur Internet. Regardez dans les différents liens que j'ai mis en dessous de l'épisode. Vous allez voir que vous pourrez trouver aussi, selon là où vous habitez, des lieux de pratique. Mais je pense que de se faire accompagner, souvent, c'est pas trop, en fait.
Clairement voilà, ça dépend après, une fois de plus, des personnes, hein, de leur volonté aussi. Mais c'est vrai que même sur des personnes sportives, hein, même sur des personnes sportives, ça peut aider d'être accompagné pour savoir quoi faire, comment le faire. Parfois, il y a des personnes qui veulent pas risquer de justement mal faire, trop en faire. Donc voilà, là, dernièrement, moi, j'ai eu une patiente qui était déjà bien active de base, hein, qui faisait de la course à pied de façon très régulière. Elle avait maintenu au début pendant ses traitements et après elle s'est rendue compte que ben non, ça c'est trop, ça allait pas. Donc elle est venue nous voir pour savoir un petit peu ce qu'elle pouvait faire. Bon, elle a fait un programme d'activité physique là avec nous, 2 séances par semaine, avec un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement musculaire. Et on a fait son bilan de fin de programme là, la semaine dernière. Et elle disait que bah, vraiment, voilà, là, pour elle, c'était nécessaire d'avoir un accompagnement parce que même si elle était active de base, bah, elle savait plus trop quoi faire, comment le faire. Elle avait un peu peur de trop en faire aussi. Et d'avoir l'accompagnement, bah, ça lui a permis de maintenir une activité de façon régulière. Et là, bah, elle a repris son activité de course par la suite et elle va poursuivre en autonomie. Donc voilà, même pour les personnes sportives de base, ça peut être utile d'avoir un accompagnement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, les avantages ou les bénéfices de cet accompagnement sont peut-être à des niveaux différents, mais tu as raison, ouais, de le souligner. Je pense que il y en a un peu pour tout le monde, en tout cas, peu importe qu'on soit de base sportif ou sensibilisé au sport et à l'activité physique. Et après, voilà, c'est vrai que chez les personnes qui sont de base pas du tout actives ou l'activité physique, pour eux, c'est un lointain souvenir, entre guillemets, bah voilà, c'est d'autant plus le cas. C'est des personnes qui parfois peuvent être un petit peu perdues. Leurs médecins vont leur dire qu'il faut qu'ils fassent de l'activité physique et ils vont pas trop savoir où aller. Donc oui, comme disait Magali, voir si dans votre hôpital ou au centre où vous êtes, il y a de l'activité qui est proposée. Après, il peut y avoir, maintenant, il y a un gros réseau de maisons sport santé en France aussi qui se développe. Et voilà, il y aura possibilité de trouver de l'aide un petit peu. Vous pouvez peut-être vous renseigner aussi auprès de la Ligue contre le cancer, qui est pas mal développée en France, sur le territoire, et qui justement garde aussi, soit peut proposer de l'activité physique, soit peut orienter aussi vers l'extérieur. Et souvent, il y a des aides aussi au niveau financier. En tout cas, avec la Ligue, vous pouvez avoir des tarifs qui peuvent être très avantageux sur des séances d'activité physique adaptée. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais ça peut représenter un coût selon où vous pratiquez. Mais il existe quand même des choses, il existe des associations qui peuvent aider aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ou si c'est difficile, parce que c'est aussi ça en fait, toute la complexité de cette maladie, c'est que parfois ça implique tellement de choses au niveau de la fatigue, au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au brouillard, etc. N'hésitez pas en fait à demander à quelqu'un de votre entourage de se renseigner peut-être sur ça, sur ce genre de possibilités autour de chez vous. Et ça nous permet un peu, tu vois, de boucler la boucle et de parler un peu des aidants, donc des personnes qui accompagnent des personnes qui sont déjà en soins. Vous avez donc peut-être ce rôle un peu à jouer sur le fait d'encourager la personne avec qui vous vivez ou que vous accompagnez vers une pratique d'activité physique qui soit adaptée. Donc de l'encourager et de limiter un maximum les discours du genre non mais laisse, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, ou même si ça part toujours d'une bonne intention, on fait tout ça en fait de manière générale. Quand on a quelqu'un qui vient de se blesser, quand on a quelqu'un qui vient de tomber malade, on a tous en fait l'habitude de faire ça, mais c'est de se dire que parfois même si l'intention elle est bonne, bah, derrière les répercussions sont peut-être pas toujours les meilleures. Donc je pense qu'on peut être un soutien en fait pour les personnes en soins, sans les forcer à faire, mais en tout cas être là comme un peu un motivateur. Ouais, tout à fait. Tout à fait, de motiver un petit peu les personnes, d'être là, en fait, tout simplement. De les accompagner, de pouvoir, par exemple, si on part sur une activité très basique qui est la marche, quoi, voilà, d'aller... ça arrive souvent, voilà, qu'il y a des patients qui nous disent bah oui, je vais marcher avec mon mari, par exemple, ou enfin voilà, d'avoir quelqu'un avec qui faire l'activité, ça permet de se motiver sur les jours où c'est plus compliqué, mais une fois de plus, ça, je pense que tout un chacun peut l'avoir vécu, ou si on a une activité où il y a quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui nous motive à y aller, ben même sur les jours où ça va être dur, peut-être qu'on va y aller davantage que si on est tout seul, et ben là, c'est d'autant plus le cas, c'est d'autant plus
pas évident selon le niveau de forme de réussir à bouger. Et si on a quelqu'un qui est avec nous, qui nous motive, parfois même ça peut être rassurant selon le moment des traitements. On parlait tout à l'heure de la notion un petit peu d'équilibre avec les neuropathies, donc ces sensations-là qu'on peut perdre sous les pieds notamment. Il y a des personnes parfois qui ne sont pas forcément rassurées d'aller marcher par exemple tout seul et d'avoir quelqu'un qui accompagne. Et ben voilà, si à un moment donné la personne ne se sent pas très en forme, ou etc., elle peut être rassurée d'avoir quelqu'un aussi avec soi. Donc au-delà du côté motivateur pur, ça peut être aussi d'être un soutien vraiment à la personne sur ce moment et lui permettre d'aller plus sereinement faire son activité. Complètement. Et en plus de ça, il y a aussi le bénéfice un peu caché qui est que pour les personnes qui aident, ça vous met aussi dans l'activité physique en fait. D'être aussi dans cette démarche, autant d'encourager la personne qui est en soin de le faire, mais autant de vous motiver en même temps, ou peut-être que finalement ça va vous aider aussi à pratiquer parce que vous l'auriez peut-être pas fait autrement, ou vous serez peut-être pas allé marcher autrement, ou voilà, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là auquel on pense pas toujours, parce que c'est aussi important en fait pour vous qui n'êtes pas forcément en soin d'en faire, comme on l'a dit au tout début de l'épisode par rapport à la prévention, c'est important d'en faire pour votre santé, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut y gagner, enfin chacun peut y trouver son compte de cette manière-là en tout cas. Donc voilà, nous on peut que vous encourager à poursuivre, toujours en ayant en tête d'aller, on va dire, demander l'accord ou en tout cas en parler à votre médecin avant. Là on peut pas, en tout cas sur un épisode comme ça, on n'aura pas pu tout couvrir. On a essayé de toucher pas mal de dimensions, pas mal de choses. Moi, j'ai une dernière question. Et c'est plutôt par rapport à toi et ta pratique personnelle, puisque tu fais du hand maintenant depuis quoi 15 ans, ouais. 15 ans, ouais. Donc ça fait quand même assez longtemps. Qu'est-ce qui te motive, en fait, avec le hand ? En fait, pourquoi tu as envie de faire du hand ? Pourquoi j'ai envie de faire du hand ? Déjà parce que j'adore ce sport, tout ce qui me procure en termes d'émotions, sur les matchs notamment, c'est très riche en émotions, encore plus sur les victoires bien évidemment. Honnêtement, je fais aussi beaucoup du hand pour mon équipe, pour mes coéquipières, pour tout ce que j'y retrouve aussi socialement. Il y a l'aspect sportif, bien évidemment, où j'aime le sport, j'aime la compétition même, j'aime gagner, marquer des buts, courir, enfin voilà, tout ce qui est vraiment inhérent purement à l'activité, mais j'y vais aussi parce que là-bas je retrouve des amis, je partage des moments avec, et que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, on est ensemble, on est une équipe, et il y a ce côté-là d'équipe qui est très important aussi pour moi et qui fait que j'aime pleinement ce sport, parce que j'ai fait d'autres activités avant, des activités un peu plus individuelles, mais je suis pas restée aussi longtemps. Et cet aspect collectif, je pense qu'il a beaucoup joué aussi sur mon adhésion à cette pratique-là. Oui, parce que c'est vrai que 15 ans quand même, il y a quelque chose qui est assez fort et qui te fait tenir dans cette activité. Donc ça permet en fait, moi j'aime bien poser cette question, parce qu'on fait tous une activité pour des raisons qui nous sont propres, tu vois. Et je pense qu'en nous écoutant, ça peut vous permettre aussi de réfléchir à pourquoi vous feriez un peu d'activité physique. Pas que pour les raisons liées à la santé, parce que bien sûr, on a compris, c'est important d'en faire pour sa santé, mais au-delà de ça, il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles ça peut nous faire du bien et pour lesquelles on peut avoir envie en fait d'en faire. Et donc j'ai vraiment envie de souligner ça, de chercher un peu ces raisons de pratiquer. Et clairement, c'est quelque chose que je ressors souvent à mes patients, quoi. L'idée, c'est, voilà, on a compris, ils ont compris, il faut faire de l'activité physique pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais si on veut le maintenir dans le temps, parce que l'objectif c'est de le maintenir dans le temps, parce que si on ne fait que sur un temps donné, malheureusement les bénéfices ils vont pas rester dans le temps, ils vont pas rester de façon pérenne. Et ben peut-être qu'une des solutions ça peut être de trouver quelque chose qui soit plaisant, quelque chose qu'on aime, quelque chose où on y retire du plaisir, on s'amuse, on est avec des amis, on aime l'activité, et assez souvent lorsque les personnes ont trouvé une activité qui leur plaît, et souvent c'est gagné, quoi. Et voilà, derrière ils vont poursuivre parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et au-delà de tous les bénéfices physiques, physiologiques que ça leur apporte, et ben il y a quelque chose en plus. Ouais, au-delà du il faut en faire, en fait tout simplement c'est ça, c'est de faire en sorte
petit à petit, c'est un travail, ça prend du temps et ça demande de trouver aussi ce qui nous plaît, comme tu dis. Mais c'est de finir par, pour que ça dure, c'est de transformer le « il faut » par « j'aime faire ça » ou « j'ai envie de le faire » ou « j'ai besoin d'en faire ». Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un peu la transition sur la prépa mentale. Tu vois, on n'en a pas parlé parce que c'était pas du tout le sujet. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas simple donc, de faire de l'activité physique pour tout un chacun, je veux dire, même au-delà de la maladie. Et la préparation mentale, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc là, pour aller travailler plutôt sur ces aspects-là de motivation, sur finalement, pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'en faire ou pourquoi est-ce que pour moi c'est uniquement une contrainte l'activité physique. N'hésitez pas en fait à vous rapprocher de moi par rapport à ça pour aller explorer un petit peu ce qui peut vous freiner dans le fait de passer à l'action, ce qui peut au contraire, ce qui peut représenter un obstacle, mais aussi pour qu'on puisse travailler sur tous ces leviers qui feront que ça sera durable en fait dans le temps. Donc je vous invite tout simplement soit à répondre au petit questionnaire qui est juste en dessous de l'épisode pour vérifier si Move Mental est fait pour vous, ou même tout simplement d'aller regarder un petit peu sur les réseaux, donc de suivre sur Instagram notamment, pour peut-être commencer à vous y intéresser de plus près, réécouter les épisodes. Les épisodes ne sont pas tous et ne sont même pas en lien avec le cancer, mais pour autant, ils peuvent concerner un peu tout le monde. Et je suis sûre que vous pouvez trouver des petites choses que vous pourrez ensuite adapter directement à votre situation. Donc merci Solène d'avoir participé à cet épisode et merci d'avoir apporté en fait toute ton expérience. Je pense que ça méritera qu'on fasse encore un autre épisode parce que c'est un sujet qui est quand même assez dense, assez complexe et vous avez sûrement plein de questions en tête pour ceux qui sont concernés, auxquelles vous avez la sensation qu'on n'a pas répondu. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à nous les poser pour que plus tard on puisse consacrer un nouvel épisode sur ça, aller plus loin, répondre à toutes ces questions-là et faire en sorte que pour vous ça soit de plus en plus facile de chausser les baskets et de vous y mettre, on va dire tout simplement. Tout à fait. Et moi je saurais que vous encourager, comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas, dirigez-vous vers votre médecin, oncologue, médecin généraliste pour voir un petit peu ce qui est possible. Comme tu disais Magali, il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui me reviennent là en tête. On n'a pas parlé de cas très spécifiques on parlait tout à l'heure de contre-indications relatives, on n'a pas abordé les présences de métastases par exemple, métastases osseuses, etc. Voilà, dans cet épisode on n'a pas le temps de parler de tous les cas, mais il y a bien sûr des choses auxquelles il faut prêter parfois un peu plus attention que d'autres, mais une fois de plus, il y a toujours une possibilité de pratiquer de l'activité physique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin, voir ce qui est possible, les points de vigilance qu'il faut avoir un petit peu pour vous et bouger. Merci beaucoup à toi et on vous souhaite une belle journée. À très vite. Ciao. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!